Reconnaissez-vous cette mystérieuse figurine? Elle représente le premier habitant du territoire français. Et il y a définitivement quelque chose de choquant chez elle dans un point de vue européen. En fait, c'est une femme noire. La Dame de Brassempouy, également connue sous le nom de Vénus de Brassempouy, est un célèbre artefact paléolithique décrit comme l'une des premières représentations réalistes connues d'un visage humain. Découverte en 1894 à Brassempouy, en France, par le géologue Édouard Piette. Sous l'appellation trompeuse de Dame à la capuche, propagée par les médias européens, se cache une réalité bien différente. Cette figurine en ivoire de mammouth, sculptée il y a environ 25 000 ans, et souvent représentée comme étant une femme à la peau pâle, vêtue d'une coiffe exotique, est une invention purement propagandiste. Un examen attentif révèle un tout autre visage. Les traits fins, le front large, le nez aquilin et les pommettes saillantes et hautes, et même la taille du crâne de la figurine, correspondent indéniablement au type générique de la femme africaine, semblable aux populations éthiopiennes et de l'Égypte antique. Sa coiffure, loin d'être une capuche, s'apparente aux tresses complexes encore portées par les femmes africaines aujourd'hui. Édouard Piètre, qui a trouvé la statuette, a écrit dans son rapport de fouille, pour comprendre sa chevelure, il faut aller regarder les statuettes égyptiennes. Parce qu'on a exactement la même solution artistique. La datation de l'objet est cruciale. Il y a 25 000 ans, aucune personne à la peau pâle et ou non mélaninée n'existait sur Terre. Le type caucasien n'est apparu que bien plus tard, il y a moins de 7 000 ans. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté qui n'a bien sûr jamais existé. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Parce que les Européens ne veulent pas reconnaître le patrimoine hérité de l'Afrique. Puis je dis hérité, mais on aurait pu dire plagier, imiter, voler, ça marche aussi, tu vois, aussi bien en termes de science que d'art, que de spiritualité ou même de coutumes. Il y a des choses que les Européens considèrent comme leurs propres coutumes, alors qu'en fait c'est des coutumes africaines remixées à l'européenne. Mais quand certains Africains ont migré en Europe, ils ont appris la vie aux Européens. Et quand les Européens sont partis coloniser l'Afrique, une fois de plus, ils ont appris la vie auprès des Africains. Je sais pas d'où vient cette fierté européenne mal placée, et en plus de ça illégitime, parce que quasiment tout vient d'Afrique. C'est juste un fait, il faut juste le reconnaître. Après, ça légitime pas non plus certains extrémistes qui se croient supérieurs aux Européens, parce qu'étant donné que les premiers hommes étaient probablement noirs, en tant que blanc, moi je suis moins humain que toi, parce que si on part de ce principe-là, ça veut dire que moi je suis une version améliorée et que toi t'es qu'un brouillon, donc ferme ta gueule. Non, la vertu se trouve toujours dans le juste milieu. Il faut juste reconnaître la vérité. L'Afrique entière a fait évoluer l'humanité et continue de la faire évoluer, mais c'est pas parce que je suis européen que je suis moins bon qu'un Africain. Et de toute façon, même en tant qu'Européen, c'est quasiment obligé que j'ai des jeunes Africains. Donc viens, on fait évoluer la planète entière plutôt que de faire évoluer un pays ou un continent. Ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache, c'est que l'Europe, c'est le continent des Africains. Jusqu'à présent, on pensait que les premiers Homo sapiens venus d'Afrique étaient arrivés sur le continent européen il y a 45 000 ans. On a maintenant la preuve qu'il y a 54 000 ans, les Africains vivaient déjà sur le territoire français. C'est la grande découverte, la très grande découverte, et de surcroît sur le sol français, de celle qui chamboule tout et nous oblige à repenser la grande histoire du peuplement européen.
Qui, voici encore 10 jours, connaissait la grotte Mandrin au cœur du Tricastin, et dont le nom rappelle le possible passage du fameux contrebandier du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, unanime, toute la presse mondiale l'évoque, puisque cette cavité de la Drôme est désormais l'étonnant témoin de la première arrivée d'Homo sapiens, il y a environ 54 milliers d'années. C'est vertigineux. La découverte est énorme puisque la présence de l'homme moderne en pleine terre néandertalienne bouleverse de près de 10 000 ans toutes les chronologies du paléolithique européen. Les Homo sapiens blancs, à cette époque-là, n'existaient pas. Ils ne vont apparaître qu'environ 50 000 ans plus tard. Ils vont apparaître en Asie, car les Blancs, il faut le savoir, ne sont pas des Européens, ce sont des Asiatiques. Et quand ils vont arriver sur le continent européen, il y a environ 4000 ans, ils vont commencer par un génocide. C'est le génocide des Yamnaya. Ces Yamnaya sont décrits comme le peuple le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et les populations européennes qu'ils vont massacrer, ce sont justement ces Noirs installés sur le continent depuis plus de 50 000 ans. Et les Européens blancs aujourd'hui sont les descendants de ces Yamnaya. Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que justement ils ne connaissaient pas l'écriture. Les Européens d'alors non plus n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leurs gènes. Et vous et moi, en France, avons 35% environ de gènes qui proviennent d'une ascendance Yamnaya. 35% c'est gènes. énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour que j'ai, jusqu'à 5000 ans après, 35% de gènes Yamnaya? Alors, ce que pensent les chercheurs, ça n'a pas dû arriver ça devait pas être pareil partout en Europe, mais certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Tous les mâles. Tous les individus masculins, effectivement. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens, avant l'arrivée des Yamnaya, ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Donc, ils tuent les hommes et ils engendrent avec les femmes noires une descendance métissée. Avant les Yamnaya, le continent européen était un continent noir, peuplé exclusivement de personnes noires. Il faut savoir qu'Europe était une femme africaine, parce que son père et sa mère sont nés en Afrique. Et le frère d'Europe, qui est Cadmos, c'est lui qui a porté l'écriture en Europe à l'époque où il y avait des Noirs qui vivaient là. Et il y a des études ADN qui ont démontré qu'avant, il y avait des Noirs qui vivaient en Europe puisque les personnes d'ascendance caucasienne venaient du Caucase, c'est-à-dire de la Russie. Et ils ont envahi l'Europe au milieu du 2e millénaire, au moment où on était en train d'amener cette écriture, donc africaine, en Europe. Cadmos a créé en Europe la cité de Thèbes. Thèbes se trouve en Afrique et c'est la cité où il est né. Cadmos est né à Thèbes de l'aveu des historiens grecs. Et c'est pour ça qu'il a créé la ville de Thèbes en Europe. Mais parce qu'il était parti à la recherche de sa sœur, voilà que finalement ce continent va porter le nom de cette femme noire qu'on dépeint aujourd'hui comme blonde aux yeux bleus, alors qu'Europe n'a jamais été blonde aux yeux bleus. La nouvelle exposition du Rijksmuseum d'Amsterdam, aux Pays-Bas, présente les portraits d'hommes d'origine africaine en Europe à l'époque de la Renaissance. Provenant de musées européens et américains, ces deux portraits, les plus anciennes représentations individuelles d'hommes noirs, confirment leur présence en Europe bien avant l'esclavage et la colonisation. Je pense qu'il y avait une présence à la Renaissance, donc vers 1500, d'Africains en Europe, et nous avons estimé qu'il était très important de montrer ces deux œuvres pour montrer aussi cette présence. Je pense que pendant longtemps, dans l'histoire de l'art, ces œuvres étaient invisibles, les gens pensaient simplement qu'elles n'existaient pas. Intitulée Remember Me, Souviens-toi de moi en français, cette exposition spéciale montre 100 portraits de maîtres du XVe siècle. Il y a eu une énorme explosion de portraits à la Renaissance, et dans ces portraits, la première chose importante était de vraiment capturer la personne et de la montrer d'une manière telle que vous sentiez que cette personne était avec vous. Nous avons eu l'idée de les regrouper selon ces thématiques, comme la beauté, le pouvoir, l'ambition ou encore la foi. Et je pense que c'était des sujets très importants à l'époque et ils le sont encore aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les gens sont encore aujourd'hui intrigués par des portraits qui ont 500 ans.
La présence de ces deux représentations d'hommes noirs datant du XVe siècle met en lumière l'histoire des personnes venues d'Afrique en Europe à l'époque de la Renaissance. Une histoire commune entre les deux continents, étudiée par les historiens, mais qui n'est pourtant pas enseignée dans les établissements scolaires. Remember Me débute le 1er octobre et se poursuit jusqu'au 16 janvier 2022. Que savez-vous des Romains grâce à l'enseignement de l'histoire? Ah, bien, je sais que Rome n'a pas été construite en un jour, c'est sûr. Plus important romain, je dirais qui est venu en Angleterre, c'était l'empereur africain Septimius Severus. Attendez, arrêtons-nous là, vous me dites qu'il y avait un empereur africain. Il y avait un empereur africain et il était l'un des plus grands empereurs romains. Il est né en Afrique du Nord, en l'année 145 avant Jésus-Christ et il est mort ici. C'est un homme noir. N'est-ce pas? Je me souviens toujours que les Romains étaient assez violents quand j'étais à l'école. Est-ce que Severus était puissant? C'était un guerrier. Il est venu ici, en Angleterre, en 1808. Il a reçu un message du gouverneur. Le gouverneur a dit que nous, ici, en Angleterre, nous sommes attaqués du nord. La première chose qu'il fait, c'est d'avoir construit les murs de Londres romains. La ville de Londres jusqu'à ce jour est définie par l'empereur africain Septimius Severus. Si vous allez dans la zone de réception du musée britannique, la première chose que vous voyez c'est un buste de Septimius Severus en blanc alabasté, mais en réalité dans la vie réelle, dans le monde romain, il aurait été peint comme il était un homme d'Afrique subsaharien, un homme noir dont personne ne savait que ce n'était pas un homme blanc, c'est un homme noir qui est toujours là. Il est toujours devant nous au musée britannique, mais personne ne sait sauf si on s'intéresse à la histoire qu'il était un roi guerrier de l'Afrique du Nord qui a gardé son propre héritage. C'est incroyable, je ne peux pas croire que je ne sais pas de cette histoire et c'est aussi une très bonne histoire. C'est plus Game of Thrones que Game of Thrones. Un roi noir romain africain qui règne en Angleterre, comment ne pas savoir pas de ces choses? Les Gitans étaient noirs. On nous le dit dans l'ouvrage Ancient and Modern Britons, A Retrospect, volume 2, à la page 193. On peut y lire qu'il est écrit Gypsy who were swarthy. Mais que signifie réellement swarthy? Le mot swarthy ou swart provient de Schwarz ou Schwarz, qui signifie être noir, homme noir et négro. On nous dit ici que swarthy veut dire noir dans An American Dictionary of the English Language, volume 2. Il est même écrit que les Maures, les Espagnols et les Italiens sont plus noirs que les Français, les Allemands et les Anglais. Pour revenir aux Gitans, voyons ce qui est dit dans ce journal. The New Orleans Daily Democrat, volume du 4 mars 1877, image 2. Un certain nombre de Gitans qui s'établirent dans la partie occidentale de l'État, non loin de Natchitoches, une race si sombre et si noire qu'aux yeux des nègres, ils étaient toujours considérés comme une race de nègres étranges et libres. Ceux-ci demeurèrent près de Natchitoches jusqu'en 1840, mais ils ont depuis disparu. Bien que leur ancienne implantation puisse encore être tracée dans les yeux noirs et liquides, le teint sombre, les habitudes quelque peu oisives de leurs descendants. Laissez-moi vous dire, vous voyez cette photo là-haut, là? L'Europe était en train de mourir, alors qu'ils ont envoyé Christophe Colomb, qui est venu pour qu'on puisse les aider. Dans l'Empire, vous entendez bien? Dans l'Empire. Vous le savez, Haïti était un empire et n'a pas supporté les affronts de ses colons. Oui, car les esclaves noirs d'Afrique savaient où nous étions, notre histoire et origine et lignée, et ont aucun lien avec notre empire. Savez-vous qu'il y a une lignée? C'est une tradition qui signifie que vous venez d'un groupe de personnes qui viennent de lignées puissantes et qui ont des liens de connexion avec leurs ancêtres et héritent d'un pouvoir. Mais je pense, on nous a lavé le cerveau. On ne peut pas croire que des soldats noirs africains pouvaient venir et négocier dans notre langue. Cri, créole, yécri, yécrac. Quand on dit ça, c'est pas pour rien. Cri. Nous étions sous écoute complètement. C'est ce qu'on appelle un sort. Nous avions des Haïtiens aujourd'hui, le peuple autour de nous aussi de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique,
et j'en passe, Cuba, Saint-Domingue, c'est Haïti aussi, la Dominique, par le passé qui étaient libres en Europe. Ils se furent même couronnés chevaliers de notre communauté, qui aujourd'hui répètent les mêmes absurdités qui n'ont pas de sens, ni queue, ni tête. Savez-vous que nous dirigions un empire comme chez les empereurs romains et on peut être esclave? C'est un oxymoron qu'ils ont voulu nous montrer, car ils veulent pas que vous le sachiez. Depuis 1492, E.T., comme dans les films extraterrestres, ovni non, voilà, vous avez compris, était toujours un empire. Juste la couronne de Napoléon qui a obtenu ici entre 1700 et 1800 son titre d'empereur. Au-delà même du Nouveau Monde, donc avant 1400, les colons et Cortex sont venus sur nos terres. Vous connaissez les racines aujourd'hui de l'Empire. Empereur, Dolmec, appelé Vieux Maca, Toltec. Eh oui, je n'ai plus rien à vous dire, vous savez maintenant qui vous êtes aux Antilles. C'était l'Empire romain. Et c'est pour ça que nous avons des viaducs, construit des viaducs un peu partout, parce que nous étions en Europe et que nous avons des anciens vestiges aux Antilles qui sont construits, comme on dit, des châteaux forts, fleur d'épée. Nous avons aussi celle du Galion, encore qui est visible, et un autre, Fort Saint-Louis, je pense qui était à Port-Louis, qu'ils ont détruit, qu'on n'a pas pu connaître, et tous ces vestiges ont été détruits. Même Fort Fleur d'Épée, tout là, il y avait un village Kalinago qui a été détruit aussi, puisque je me rappelle que des colons, quand je travaillais là-bas à l'hôtel, ils disaient oui, on a tout bétonné, construit dessus des hôtels. Voilà, c'est le village Kalinago, à Saint-François aussi. Il y a plein de vestiges à découvrir aux Antilles qu'on nous cache et qu'ils ont construit et bétonné dessus, de l'ancien monde, de l'ancienne civilisation. On a des vestiges type romaine, et donc dont l'église au moule est de type romaine, mais on nous dit que ça a été construit à peu, alors que c'est faux. Donc cherchez à savoir la vérité sur vous, sur votre lignée, et vous êtes des gens puissants aux Antilles et en Amérique, puisque nous sommes sur le continent américain. N'oubliez jamais, c'est à cause de ces colons que nous n'avons plus nos territoires et nous savons plus où nous sommes, et nous ont vraiment jeté un gros sort parce qu'ils sont des chamans du lac Baïkal. Vous tapez chaman au lac Baïkal, vous allez comprendre qui sont les gens indiens qui sont sur la terre là. Ce sont des Chinois, Asiens, de l'Asie centrale, qui est simplement la Sibérie, la Russie, les mêmes Ukrainiens, et se dire que vous allez comprendre. Ciao. Depuis la préhistoire jusqu'à environ au 5e siècle, la majorité des populations qui vivaient en Europe avaient la peau noire, et même lorsque nous nous intéressons à la période historique allant de 700 à 1492, à savoir quelques siècles après la chute du Nouvel Empire romain, nous savons historiquement que des chevaliers noirs venus d'Afrique avaient réinvesti l'Espagne, le Portugal, la France, etc., qui étaient replongés dans l'âge des ténèbres, notamment à cause des invasions des barbares venus du Caucase, Goths, Franks, Anglais, etc., et nous retrouvons aussi les mêmes traces de ces chevaliers noirs en Angleterre, en Allemagne, en Italie, où ils étaient connus sous les termes de Maures, Moors, Mauritaniens, etc. Leur supériorité militaire et leurs nombreuses victoires avaient tellement impressionné les gens du Moyen Âge que leur épopée nous a légué bon nombre de témoignages historiques sur leur présence ainsi que sur leur plus haut fait d'armes, et dont la présence a naturellement généré des familles mixtes. C'est pourquoi aujourd'hui encore, beaucoup de familles françaises portent le nom de leur patriarche noir en guise de nom de famille, bien qu'elles l'ignorent ou qu'elles le cachent.
C'est le cas des familles telles que Moore, Moreau, Morel, Morland, Maurice, Nègre, Négron, Morand, Morandini, et c'est aussi la raison pour laquelle les armoiries ancestrales laissent apparaître le visage noir des fondateurs de leur famille, tout comme c'est encore le cas pour le visage noir figurant sur le drapeau de la Corse, qui est encore une nouvelle illustration de leur présence dans la région. Ces Africains vivaient en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et au Portugal, où ils exerçaient le pouvoir dans toutes ces régions et habitaient les châteaux forts, les villes, tout en éduquant la nouvelle population, blanche. Cette présence noire en Europe, étalée sur plusieurs siècles, va inspirer considérablement les poètes français du Moyen Âge ainsi que bon nombre d'artistes et d'historiens qui nous ont laissé beaucoup de témoignages de leur passage, comme par exemple dans l'épopée de La chanson de Roland, enseignée dans les lycées français, où les adversaires de Roland sont justement ces chevaliers noirs menés par le roi Massilia et qui racontent que son armée a été vaincue par ces célèbres chevaliers noirs. Mais pour ceux qui doutent encore, il existe à ce propos une peinture du Moyen Âge, où nous pouvons voir Massilia qui porte la couronne royale d'Angleterre. Il existe également en Angleterre les épopées de l'Africain nommé Sir Maurien, un jeune Maure qui avait vécu à l'époque dite du roi Arthur, une période où il était d'usage d'employer le mot Maure au lieu d'Africain ou Éthiopien. Les Irlandais étaient noirs. On nous le dit dans l'ouvrage The Place of the Welsh in the History of Britain, par William Boyd Dawkins. À la page 8, voici ce qui est dit. The small dark Irish of southwest of Ireland, qui veut dire en français, les petits Irlandais noirs du sud-ouest de l'Irlande. Voici une photo d'un Irlandais noir en Jamaïque. Vous l'aurez compris, les Irlandais noirs ont été déportés en Jamaïque. Les colonies et les plantations avaient été le dépotoir pendant un certain temps pour les indésirables de toutes sortes, les condamnés, les criminels d'État qu'ils soient politiques ou religieux, les rebelles, les suspects, les mécontents, les fanatiques et les déserteurs. Le premier enregistrement de la déportation dans cette rébellion jacobite concerne 47 rebelles embarqués à Liverpool le 26 avril 1746 pour les plantations. Ceux-ci ont été transportés à Montserrat en juin. Il y avait un écrivain d'Édimbourg, George Hume, âgé de 30 ans, marqué comme un homme noir dont la couleur conviendrait, sans aucun doute, aux Antilles. Voici la source. G. Macbeth Forbes, Jacobite, Gleanings from State Manuscripts, Short Sketches of Jacobites, The Transportations in 1745-1928. L'immigration irlandaise dans les Caraïbes remonte au XVIIe siècle. Cromwell, après le sac de Drogheda, a vendu plus de 30 000 Irlandais pour la Jamaïque, la Barbade et Montserrat. Les soi-disant Noirs irlandais représentaient près de 70% de la population de Montserrat à la fin du XVIIe siècle, enregistrant ainsi la concentration la plus élevée de personnes d'origine irlandaise de toutes les colonies de l'histoire des premiers et seconds empires anglais. Laissez cela pénétrer. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Les Blancs ne représentent que 2,7% de la population de Montserrat et seulement 0,4% de la population totale de la Jamaïque. Donc il est certain que ce n'étaient pas les Blancs qui ont été déportés dans les Caraïbes. De 1641 à 1652, plus de 500 000 Irlandais ont été tués par les Anglais et 300 000 autres ont été vendus comme esclaves. Dans les années 1650, plus de 100 000 enfants irlandais âgés de 10 à 14 ans ont été arrachés à leurs parents et vendus comme esclaves aux Antilles, en Virginie et en Nouvelle-Angleterre. En 1666, 100 rebelles irlandais ont été déportés à la Barbade, et en 1685, après l'effondrement de l'insurrection de Monmouth, 800 de ses adhérents ont été envoyés en travail forcé dans la même colonie, et certains ont également été transportés en Jamaïque. Pendant cette période, moins de 20% des quelques 70 000 esclaves de la Barbade étaient des Africains. Et en 1817, les Africains ne représentaient que 7% d'une population d'esclaves qui comptait environ 77 000 personnes. Voici la source. Slavery and Abolition, a Journal of Slave and Post-Slave Studies. Évidemment, si seulement 7% des esclaves noirs de la Barbade étaient des Africains, alors les autres 93% devaient être des Européens noirs. Beaucoup d'autres représentations de la Vierge Noire. Mon père, cette Vierge Noire, quelle explication en donne l'Église? Pourquoi noire? C'est le blanc de plomb qui s'est oxydé.
les bougies brûlées dans les églises, tout cela crée une atmosphère. Et bien cela a entraîné l'oxydation de la peinture. Puisque la véritable couleur, elle est blanche, pourquoi est-ce que l'Église ne nettoie pas la surface pour retrouver la blancheur? C'est la piété populaire qui ne veut pas que les vierges soient modifiées. Le père Charles Bongiraud, recteur de la cathédrale, nous explique ses origines. Bien sûr, elle vient probablement du Moyen-Orient via les croisés. Alors elle est noire. Elle est noire parce qu'elle a été sculptée dans un pays où les gens devaient avoir cette teinte. On pense à l'Éthiopie. Est-ce que cette Vierge est d'autant plus efficace, d'autant plus forte qu'elle est noire? On aime maintenant, moi-même, j'aime que la Vierge soit noire. Parce que c'est différent, c'est quand même plus belle. Elle est plus belle pour vous? Je ne peux pas imaginer cette Vierge en couleur blanche. Je n'arrive pas à l'imaginer. Non, elle a plus de force, une Vierge noire qu'une Vierge blanche. Le noir, c'est donc la couleur de le non révélé. Le non révélé. Le royaume d'Allemagne et d'Autriche étaient des royaumes de Noirs, la preuve. Si vous aussi vous avez une fois cru que Barack Obama était le premier et l'unique président noir des États-Unis d'Amérique, alors vous vous êtes talentueusement fait avoir. Dans cet épisode de notre série Corriger l'histoire, je vais vous parler de l'homme qui est considéré comme le meilleur président de tous les temps. Je vais vous parler du premier président noir américain. Je vais vous parler d'un homme noir appelé Abraham Lincoln. Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis, le premier président noir des États-Unis, et il est également le premier président républicain de l'histoire des États-Unis. Ceci est le portrait qui a été fabriqué et imposé comme celui d'Abraham Lincoln par les suprémacistes à la peau pâle. Toutefois, à travers quelques failles, des informations ont fuité concernant sa véritable identité. Dans l'ouvrage de William Ayrton, avocat et biographe d'Abraham Lincoln, on apprend à la page 10 que la mère d'Abraham Lincoln, Nancy Hanks, a la peau noire. Cela est suffisant pour prouver qu'il était un parfait homme noir. Nous n'allons toutefois pas nous arrêter ici. Il y a plein d'autres preuves dont vous avez le droit de savoir. Voici un autre ouvrage dont le titre est Lincoln caché, The Hidden Lincoln, qui est un ensemble de lettres collectées concernant Abraham Lincoln. On y découvre à la page 361 qu'il a la peau foncée. Et à la page 345, c'est la couleur de peau noire de sa mère qu'on retrouve mentionnée une fois de plus. Mais aussi dans l'ouvrage de Clifton Nichols, La vie d'Abraham Lincoln, Life of Abraham Lincoln, à la page 18, il est mentionné qu'il a la peau noire. Abraham Lincoln lui-même affirme sa couleur de peau dans son autobiographie à la page 36. Si une description personnelle de moi est jugée souhaitable, on peut dire que je mesure 1,93 m, presque maigre. Je pèse en moyenne 80 kg, j'ai la peau foncée, les cheveux noirs, crépus et les yeux gris. Sincèrement vôtre, Abraham Lincoln. Et voici la publication de sa description publiée à l'époque. Vous constatez qu'on y retrouve la même description, et bien voici ici l'original écrite de sa main. Et dans cet autre ouvrage biographique composé des 500 histoires vraies racontées par Abraham Lincoln et ses amis, à la page 579, on nous parle encore de sa couleur de peau noire. Parlons maintenant de la contribution de détracteurs d'Abraham Lincoln dans l'établissement de la vérité cachée. En effet,
Comme toute personne noire vivant parmi les gens à la peau pâle, Abraham Lincoln avait des détracteurs, et pour le rabaisser, ceux-ci se donnaient le malin plaisir de le caricaturer de façon raciste et avec tout le soutien de la presse. Nous avons également l'ouvrage Abraham Africanus First, His Secret Life, Abraham l'Africain premier, sa vie secrète, ou 16 brochures diffusées par une faction connue sous le nom de Copperheads, lors du cycle de l'élection présidentielle de 1864 qui décrivait Lincoln comme un tyran et un homme noir déguisé, qui a conclu un pacte avec le diable pour être installé comme dictateur afin de libérer les esclaves. Sur celle-ci, il a été caricaturé comme un mort sous lequel on peut lire « Monsieur Lincoln apparaît comme un nègre quand le voile se lève. » Et voici une autre poupée caricature qui montre Abraham Lincoln comme un homme à la peau foncée portant un masque d'homme à la peau pâle. Abraham Lincoln est considéré comme le meilleur président de tous les temps. Les ouvrages mentionnés dans cet épisode sont pour la plupart accessibles sur Internet. Les petits esprits s'arrêtent à sa couleur de peau et les esprits mesquins s'emparent carrément de lui en la rendant pâle. Rejoignez-nous sur Facebook pour continuer la conversation sur ce sujet et plein d'autres. Joseph de Saint-Georges, le génie noir jalousé par Mozart. Mozart s'est fortement inspiré de ses œuvres. Nommé directeur de l'Opéra Royal, Joseph de Saint-Georges doit renoncer à cause du racisme. En effet, de nombreuses personnalités refusent qu'un homme à la peau noire puisse diriger le plus prestigieux opéra du monde. Plus connu sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, ou plus simplement Saint-Georges, né à Baillif, près de Basse-Terre, Guadeloupe, le 25 décembre 1745, mort à Paris le 10 juin 1799, est un escrimeur, musicien, violoniste, compositeur, chef d'orchestre français. Militaire, il participe activement à la Révolution française et s'engage au sein de l'armée de la République. Désireux de continuer et de s'immortaliser par sa valeur et son enthousiasme pour la liberté, il se met à la tête de la Légion franche des Américains. Fréquentant les milieux abolitionnistes, Saint-Georges est, par sa position sociale, une figure de l'émancipation des esclaves des empires coloniaux européens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Saint-Georges naît en Guadeloupe le 25 décembre 1745. Il a un peu moins de 10 ans lorsque son père rentre en France avec ce jeune métis et sa mère, et décide de lui accorder l'éducation traditionnellement réservée aux enfants de la haute aristocratie. Saint-Georges s'impose très vite comme l'escrimeur le plus fameux de Paris. Mais il est surtout un violoniste prodigieux et un chef d'orchestre admiré qui hisse sa formation au rang de meilleur orchestre européen. Mozart le jalouse mais s'inspire de ses œuvres. Le mulâtre devient vite le musicien favori de la reine Marie-Antoinette qui assiste à nombre de ses concerts. Il commande à Haydn ses 6 symphonies parisiennes dont il dirige la création au Palais des Tuileries en présence de la souveraine. Il devient aussi le précepteur de musique de la reine, de sorte que celle-ci décide de le nommer directeur de l'Opéra Royal. Elle doit néanmoins renoncer. Bien dit que les livres d'histoire, l'histoire comme on nous la propose, on nous l'impose, est complètement fausse, que ce sont que des mensonges. Et là, il faut se dire donc à un moment donné que les mensonges vont beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut s'imaginer. On nous aurait carrément caché toute une partie de l'histoire de l'humanité. On a quand même affaire à un sujet qui concerne l'humanité entière, hein, que si on veut détruire l'histoire d'une personne, de certaines personnes, les fondements de civilisation et tout ça, il faut détruire leur histoire, tout simplement. Il faut tout faire pour occulter, pour cacher leur histoire. Et en l'occurrence, ici, nous avons affaire justement à un secret qui est probablement très bien gardé, puisque il faut vraiment faire des investigations personnelles pour arriver à trouver certaines choses qui sont assez troublantes. Et donc, pour parler de ces choses assez troublantes, on va observer que partout où nous nous déplaçons, nous avons justement des traces de peuples noirs, que ça soit en Asie, ici en Europe, que ça soit en Amérique bien sûr, un peu partout. Donc nous retrouvons toujours des sources, des origines qui auraient un lien direct avec le peuple noir, donc le peuple d'Afrique. Quand on utilise le mot Afrique, en fait, nous n'utilisons pas le vrai nom de ce continent. Il faut s'imaginer que nous parlons d'une civilisation qui se trouve sur toute la surface de notre monde. La présence kémite était partout. L'épicentre, justement, c'est la région des Grands Lacs qui se trouve en Afrique centrale. Et là, on a l'épicentre avec, justement, c'est là aussi où le Nil prend sa source, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous arrivons en Éthiopie, nous allons vers l'Égypte, qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte moderne, mais il faut s'imaginer que l'Égypte antique était beaucoup plus vaste
que l'Égypte d'aujourd'hui. Et ça, c'était donc l'épicentre, on va dire, de ce peuple kémite, mais qui était étendu sur toute la surface du globe. Et il contrôlait le monde, c'est-à-dire c'était toutes les connaissances que nous avons encore aujourd'hui proviennent de ces peuples premiers. Donc on a essayé d'effacer ou de blanchir tout simplement ce peuple kémite. À une période qu'on appelle tout simplement la Renaissance, volonté d'effacer l'importance du peuple noir dans toutes les découvertes de ce monde. Pour vous parler justement de ce blanchiment, donc il faut s'imaginer aussi que dans ces livres d'histoire, il existe donc des personnages purement fictifs qui n'auraient jamais existé. Donc on nous a inventé de l'histoire pour nous cacher un secret qui est extrêmement important pour l'humanité entière. Et qui est ce groupe de personnes qui ont justement manipulé l'histoire. Donc là on n'est plus dans le règne du peuple noir, mais on rentre dans le règne du peuple blanc. Beaucoup plus clair de peau en tout cas. Les Juifs et de tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient. Donc à partir d'un moment de l'histoire, il y a eu une inversion de couleur, c'est-à-dire on est passé du noir au blanc, et là je vais peut-être vous choquer en vous disant que il n'est pas impossible que c'est à cette même époque, donc la Renaissance, nous avons donc l'ère romaine va se transformer en religion, le christianisme. Nous sommes directement déjà à la Renaissance, c'est-à-dire à cette époque qui va marquer le commencement, c'est-à-dire de la fin de l'Empire noir pour passer à l'Empire blanc. Et c'est-à-dire que la légende du Christ, une nouvelle version de ce christianisme a été faite en Afrique, c'est-à-dire en Éthiopie. Vous allez voir une église chrétienne, mais qui est très ancienne, et c'est probablement un des premiers vestiges de ce qu'on va appeler la légende d'Osiris et d'Horus, mais dans sa version modernisée, c'est-à-dire ce qu'on va appeler plus tard après le christianisme. C'est pour ça que Yeru, ça va devenir Jésus. C'est le même personnage. Donc, mais c'est-à-dire c'est la continuité de la légende d'Osiris-Horus qui va devenir le christianisme noir en Éthiopie. Et quand cette élite blanche prend le pouvoir, ils vont en faire une version blanche avec un Christ blanc. Et on nous parle même qu'il y aurait une famille qui s'appelait Borgia. Ils auraient pris l'image, enfin le visage d'un de leurs fils qui s'appelait Cesare Borgia. Et ils en auraient fait cette image de Christ, c'est-à-dire un homme blanc avec des cheveux un peu plus longs et une barbe plus longue. Et c'est ça qui aurait donné cette image du christianisme blanc, mais qui à l'origine, et encore une fois, ça nous provient des Kémites, du peuple noir. Et donc, c'est cette volonté farouche d'effacer toutes les traces des peuples noirs, donc, c'est là, à partir de la Renaissance, où tout va être blanchi, c'est-à-dire toutes les légendes qu'on connaît à droite à gauche, un effaçage en bonne et due forme de toute leur histoire. C'est rien d'autre qu'un plagiat, c'est-à-dire un blanchiment d'une légende qui ne leur appartient pas. Leur histoire a été effacée. C'est-à-dire qu'en gros, tout a été fait pour blanchir ce qui était noir à la base, quand il y a eu ce blanchiment historique. Donc le langage nous provient d'un peuple qui nous a été caché. Et là on voit jusqu'à quel niveau ça va. C'est-à-dire qu'on nous a caché une histoire qui est réelle. Donc on se trouve maintenant devant un simulacre historique qui est complètement faux. On se base sur ces mensonges. Et c'est à partir de là qu'on se définit. Et c'est là qu'on n'est plus vraiment en phase avec nos racines. Si vous reconnaissez ce portrait comme celui de William Shakespeare, alors vous vous êtes fait avoir comme des millions d'autres personnes. Quoi ? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est connu que d'une poignée privilégiée de la population. Une minorité qui a décidé de lever le rideau sur le fameux secret de Shakespeare. Le secret d'un homme noir appelé William Shakespeare. William Shakespeare est un célèbre dramaturge, poète et acteur de génie du XVIe siècle. Vous avez dû sûrement déjà vu ce portrait. Un homme pâle aux cheveux lisses, c'est le plus célèbre portrait que les falsificateurs de l'histoire ont positionné comme sien. Eh bien, il ne s'agit même pas de Shakespeare, mais d'un de ses contemporains, le poète Thomas Overbury. Alors, si ce portrait n'est pas celui de Shakespeare, à quoi ressemblait-il ? Les experts ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Cette effigie, qui représente le mieux Shakespeare selon les experts, est placée dans l'église de Stratford-upon-Avon, où Shakespeare est enterré. Nous avons également le portrait de Shakespeare au National Portrait Gallery, à Washington, D.C. Vous pouvez voir que dans ces deux précédentes représentations, c'est un homme à l'aspect négroïde, avec une peau noire et des cheveux laineux. Un peu comme l'ancêtre noir des Anglais, l'homme de Cheddar, Cheddarman. En dessous de ce portrait à gauche, il écrit « Statue portrait de ce grand poète, acteur et dramaturge de couleur. National Portrait Gallery ». Et à droite, il est écrit « William Shakespeare, 1564-1616 ». Et puisque sur le chemin du succès on se fait forcément quelques ennemis, William Shakespeare n'a pas échappé à la règle.
C'est pourquoi nous allons écouter l'un de ses détracteurs, un certain Green, plein de jalousie, qui dit « Oui, ne leur faites pas confiance, car il y a un corbeau parvenu, embelli par nos plumes, qui, avec son cœur de tigre enveloppé dans un beat de joueur, suppose qu'il est aussi bien capable de débiter un verre blanc que le meilleur d'entre vous. » On trouve ceci dans ce livre « How Shakespeare Became Shakespeare » de Stephen Greenblatt. L'anthropologue allemand Friedrich Hertz, dans Race et civilisation, nous apprend à la page 121 « Beaucoup de génies avaient de la couleur de peau noire. Luther, Goethe, Beethoven, Michelangelo, Raphaël, Dante, Shakespeare. » Rejoignez-nous sur Facebook pour continuer la conversation sur ce sujet et plein d'autres. Regardez comment il parle d'Europe, cette fameuse femme africaine qui a donné son nom au continent européen. Écoutons ce que ce monsieur dit et après on va faire la zone d'explication. Document numéro 1. Qu'est-ce qu'est l'Europe? Grande question. Aujourd'hui, nous la posons dans un contexte bien grave, mais elle est toujours valable parce que cette identité a changé depuis les débuts. Et par le début, j'entends ce mythe grec de la princesse africaine Europe qui est enlevée et emmenée dans un site où elle va fonder le continent que nous appelons Europe. Donc j'adressais cette question un peu trop longuement dans ma conférence inaugurale, mais il me semblait important d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et c'est pas le même sens que ce mythe avait pour les Grecs et pour les Européennes qui ont suivi les Grecs. Pour nous aujourd'hui, quel sens peut-il avoir d'être sur un territoire, l'Europe, qui a été fondée par une femme enlevée, une femme violentée, une femme africaine, donc une immigrante, une réfugiée, nous allons voir qu'il y a tout un vocabulaire lié à cette conception. Ah, le plan travaillé depuis la base. Donc, vous voyez l'affaire. Bon, donc maintenant, la chose, vous voyez comment les gens, à force de falsifier, ils sont dans des problèmes. Donc, vous avez vu, je vous ai montré un document au départ où on vous dit que c'est une phénicienne. Et on part Cadmos est phénicien, tout le monde est phénicien. Vous voyez, au Collège de France, il y a une intervention d'un spécialiste qui dit que c'est une femme africaine. Et que, alors, maintenant il faut rentrer dans le fond de l'affaire. Lorsqu'un Européen dit qu'il est européen, c'est-à-dire quand un Blanc dit qu'il est européen, il se rattache à une femme africaine. Et c'est ça qu'ils essayent de cacher, c'est-à-dire c'est ça que les spécialistes essayent de cacher. Donc, moi, j'affronte tout le monde sur ce terrain, il n'y a aucun problème. Premièrement, tout ça remonte aux suppliantes d'Échille. Échille raconte que dans le Péloponnèse, donc en Grèce, le roi d'Argos, Inachos, a une fille qui s'appelle Io, mais qui était aussi une grande prêtresse. Et cette fille, il va y avoir plusieurs versions, donc, puisque Hérodote va en parler. Il y a une version très mythologique, elle est enlevée par Zeus, qui tombe amoureux d'elle, et la femme Héra lui envoie un taon, et finalement elle est complètement exaspérée, elle quitte l'Europe et se retrouve en Égypte. Bon, il y a la version des Perses qui disent que ce sont les Phéniciens qui ont enlevé Io lors de leur venue commerciale, et il y a les Phéniciens qui disent non, effectivement nous sommes venus pour faire du commerce, elle est rentrée dans le bateau, mais elle a voulu rester avec les Phéniciens, puisqu'elle est tombée amoureuse du capitaine, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Égypte. Toujours est-il que, moi je suis parti sur la base que comme ces gens-là sont tous des Blancs, arrivés en Égypte, donc Epaphros est blanc, mais il va épouser une femme noire, donc leur descendance sera métisse. Non mon cher ami, Échille il dit, et le fils que tu mettras au monde Io sera le noir Epaphros. Donc là, ça veut dire que Échille et tous les Grecs sont conscients que c'est une histoire de noir.
D'accord? Puisque les Phéniciens, ce sont les Cananéens, c'est une façon d'appeler les Cananéens. Donc, résultat, c'est quoi? C'est que Argos fait partie des Pélages. Et les Pélages, ça vient de Pélagos, qui est, je dirais, l'éponyme des Pélages. Et on vous dit que Pélagos produisit la terre noire. C'est-à-dire que, comme lui, et les Grecs considéraient que l'intelligence humaine est née des Noirs qui vivaient en Europe. D'accord? Ce qu'ils appelaient la naissance de la race humaine. La naissance de la race humaine, moi je peux vous montrer les documents, hein. Vous voyez, la naissance voilà, la terre noire enfanta Pélagos afin qu'il y eut une race humaine. Donc vous voyez que eux-mêmes sont considérés même pas encore comme civilisés. Et c'est au contact de ces noirs-là qu'ils vont accéder à la civilisation. Maintenant, donc ce noir est pas fausse, qui descend de la tradition des peuples noirs. Donc, ce sont les premiers habitants de l'Europe. Il y a eu le crâne et on va discuter de 14. Bon, l'affaire est réglée. Lorsque il est noir, il épouse une femme, ils vont avoir des enfants. Et ces enfants vont rester en Égypte, puisque c'est une histoire qui se déroule sur la terre africaine. Et il va y avoir Agénor, qui est son petit-fils, qui a épousé une femme du Nil, d'accord, qui va avoir Europe, avec Cadmos, entre autres. Alors pourquoi ces deux personnages-là sont importants? Ils sont importants parce que Agénor n'est pas phénicien. Agénor est né en Égypte. C'est ce que disent les archives grecques. Sauf que comme la région était sous protectorat de l'Égypte, donc il y a ce qu'on appelle un préfet, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un qui va administrer le territoire. Donc Agénor administrait la Phénicie pour le compte de l'Égypte. D'accord? Bon. Mais prenons Cadmos, qui est le frère d'Europe. Cadmos qui a apporté l'écriture et qui a fondé une cité très importante en Europe. Regardez la discussion. Je suis à la Sorbonne et je demande aux gens de m'expliquer comment si Cadmos est phénicien, il y a 3 villes, Tyr, Sidon et Byblos, en Phénicie, qui sont les 3 cités principales. Cadmos, originaire de Phénicie, monte en Europe fonder une cité qu'il appelle Thèbes. Mais Thèbes, c'est la capitale de l'Égypte pharaonique. Or, Cadmos est né à Thèbes. Donc, comme il est né à Thèbes, il crée la réplique de la cité de sa naissance, là où il fonde sa nouvelle cité. Donc, autrement, il faut expliquer pourquoi un Phénicien a une ville africaine. Donc, vous voyez que de toute façon, les gens qui font de l'escroquerie intellectuelle, ils sont morts dans cette affaire-là. Bon, 2. Il n'y a jamais eu de transmission des Phéniciens, donc de Cadmos, de l'écriture aux Grecs. Parce que les Grecs même disent que c'est aux Noirs qui vivaient là que les gens avaient l'habitude de transmettre des connaissances. Et les Noirs qui vivaient en Grèce transmettaient les connaissances, notamment au niveau de l'écrit, aux Noirs qui vivaient en Italie. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas oublier que les Noirs qui vivaient en Italie, c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le latin. Et que lorsque les Européens sont arrivés, alors on peut régler l'affaire très rapidement. Vous savez qu'on dit alpha, bêta, gamma au niveau de la Grèce, et au niveau de l'Italie on dit ABC. Alors vous voyez qu'il y a cette différence au niveau du G, parce que les Noirs qui vivaient en Italie ont remplacé le G par le C. Et qu'est-ce que les Européens, donc qui arrivaient à l'époque, les envahisseurs, ils ont adopté le C. Mais ceux qui sont restés en Grèce ont adopté le G. Donc vous voyez l'aspect, ils sont tributaires de la culture africaine à tous les niveaux. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'Europe n'a jamais été en Europe. Parce que les historiens grecs disent que Europe a été enlevée par les Crétois. Et ce sont les Crétois qui l'ont enlevée et qui l'ont emmenée en Crète. Et donc c'est pour ça que l'erreur commise par son frère qui est parti à sa recherche, donc ses frères, c'était d'aller la chercher en Europe en pensant qu'elle était en Europe alors qu'elle était en Crète. Et c'est parce qu'il l'a pas trouvé qu'il a fondé la cité de Thèbes. Mais il n'en demeure pas moins que l'histoire a été tellement marquante, ça a été un marqueur tellement fort pour le début de l'invasion des Caucasiens en Europe, que ne sachant pas quel nom donner à ce territoire, tout simplement ils ont repris le nom que les autochtones ont dit, c'est-à-dire les Pélages, et ils ont repris un nom nouveau qui est Europe, qui émane d'une histoire qui concernait les Pélages et les Égyptiens déplacés en Phénicie. Donc c'est-à-dire que soit on est un petit peu sérieux,
et on raconte une histoire sur la base de la documentation, de la science, de l'ADN et de tout ça, soit on fait de la facétie, et ça veut dire qu'on ment à la jeunesse européenne, mais aussi on ment à la jeunesse africaine. Donc je pense qu'il faut, sur cette base-là, que tout le monde se rassure et tout le monde se calme. Un Européen, quand il dit je suis Européen, quand tu dis tu es Européen, tu reconnais descendre d'une tradition africaine qui t'a donné l'écriture, qui t'a donné l'architecture, qui t'a donné les sciences, qui t'a donné la royauté, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers Européens qui sont arrivés, les envahisseurs, ont dit que le peuple qui a porté l'intelligence dans leur histoire, c'est le peuple noir, les Pélagiens, donc les Pélages qui vivaient en Europe. C'est écrit noir sur blanc. On peut montrer, et il y a beaucoup de doyens d'université qui ont fait des documents là-dessus et qui l'ont explicité. Donc voilà la réalité, c'est ça la vraie trame de l'histoire, et je dirais que tout le reste n'est que facétie. Le roi Jean du Portugal a déporté un grand nombre de juifs noirs vers l'île africaine de Saint-Thomas. L'île de Saint-Thomas, près du Nigeria et du Cameroun, a été découverte par les Portugais en 1471 et a été établie comme colonie pénitentiaire. On y envoyait les juifs noirs qui refusaient le baptême. Il est évident que les juifs noirs ont été déportés vers Saint-Thomas non seulement pour les punir, mais aussi pour établir une base commerciale avec les juifs noirs sophistiqués de son empire en pleine expansion en Afrique. Au fil du temps, les juifs noirs du Portugal et les juifs noirs des possessions coloniales portugaises ont été connus sous le nom de Portugais noirs. On les appelait Portugais noirs parce qu'ils étaient nés au Portugal et qu'ils connaissaient l'histoire, la culture et la langue du Portugal. Comme nous l'avons déjà mentionné, le roi Jean du Portugal a fourni des navires pour déporter les juifs noirs vers le pays de leur choix. Cependant, des capitaines portugais sans scrupules ont exigé autant d'argent que possible des juifs noirs et ont déversé leur cargaison humaine à divers endroits le long de la côte ouest africaine. Allen Godbey écrit que Winwood Reade a rencontré des Noirs en Guinée, en Afrique de l'Ouest, qui se disaient portugais et prétendaient être d'origine portugaise. Reade a écrit son livre en 1864. Dans un autre cas, Daniel P. Mannix nous écrit que le capitaine Cutler, un marchand d'esclaves de Boston, a été sauvagement assassiné, avec 2 de ses marins, par une communauté de Portugais noirs établie près de l'embouchure du fleuve Sierra Leone. Les Portugais furent les premiers Européens à commercer sur la côte ouest africaine et à établir des colonies à grande échelle. Levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Pénal, jugement si tu veux. But human right, dis-moi où est-il? Code pénal, jugement si tu veux. But human right, dis-moi où est-il? Tu fais un gros bouquin que tu nommes Code pénal, que tu nommes Code pénal, que tu surnommes Code pénal. Tu fais un gros livre que tu appelles Code pénal, que tu appelles Code pénal, que tu appelles Code pénal. Tu parles de justice et tu juges mal, et tu juges mal, et tu juges mal. Tu chantes de justice et tu juges mal, et tu juges mal, et tu juges mal. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du Fouta est devenue saxo. Même l'écriture vient de Africa. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du Fouta est devenue saxo. Même l'écriture vient de Farafina. Code pénal, jugement si tu veux. But human right, dis-moi où est-il? Code pénal, jugement si tu veux, si tu peux. But human right, dis-moi où est-il? Tu
Tu fais un gros bouquin que tu nommes code pénal, que tu nommes code pénal, que tu nommes code pénal. Tu fais un gros roman que tu appelles code pénal, que tu appelles code pénal, que tu appelles code pénal. Tu parles de justice et tu juges mal, et tu juges mal, et tu juges mal. Tu chantes justice et tu juges mal, et tu juges mal, et tu juges mal. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Farafina. Dieu créa le monde pour que l'on y vive. Et certains le transformèrent pour satisfaire leur égoïsme, seulement leur égoïsme. Je dis non et je dénonce le code pénal. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Farafina. Oui.